Il est, au choix, le publicitaire le plus génial de France, l'homme le plus créatif de l'Hexagone, le pape de la pub, capable de vous vendre du sable en plein désert. Alors aujourd'hui, c'est plutôt l'homme intérieur que nous allons visiter. Nous allons passer derrière son célèbre bronzage pour découvrir un humaniste qu'une rencontre avec une petite sœur des pauvres n'a pas laissé complètement indifférent. Sous le bronzage, l'hommage au courage. Jacques Séguéla, bonjour. Bonjour. Je vais présenter tout de suite le livre dont nous allons beaucoup parler dans cette émission. Un livre qui nous dévoile une petite sœur des pauvres, une fille de la charité, qui est Sœur Marguerite, que vous avez rebaptisée Sœur Courage. Oui. Parce qu'un publicitaire ne peut pas c'est- s'empêcher de... C'est pas un livre, hein, c'est un coup de cœur. C'est d'ailleurs presque un roman, parce que c'est le roman de la vie de Sœur Marguerite, une aventure exceptionnelle. Et puis, pour moi, c'est une sorte de roman intérieur. C'est une grande question que j'avais jamais voulu me poser par lâcheté, puis à cause peut-être de mon approche de la religion, qui a été le meilleur et le pire, et qui, quand même, dans la dernière étape de ma vie, s'est posée très fortement et avec une telle tendresse, une telle acuité, une telle force que je crois que tout lecteur de ce livre est obligé de se poser la même question. Donc c'est un point d'interrogation plutôt qu'un livre. La question étant celle de l'existence de Dieu. Exactement. Est-il là? Où est-il? Que fait-il? Et nous, et nous, et nous. Alors on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais avant d'entrer dans le roman de la vie de Sœur Marguerite, je voudrais qu'on rentre dans le roman de votre vie à vous avec une première question toute simple. Comment êtes-vous devenu, vous, publicitaire, avant de devenir le publicitaire le plus connu de France? Comment s'est organisé votre parcours? Je n'étais pas fait du tout pour ça. J'ai fait des études très hachées parce qu'elles ont commencé chez les bons pères jésuites à Montpellier. Car mon père était sorti de l'école des jésuites et il voulait le meilleur pour son fils. Mais je me suis retrouvé en rébellion totale contre le système carcéral des jésuites. C'était Prison Break. La première année, j'y subis, et la deuxième année, je me suis totalement révolté. J'ai même fini par ne plus travailler, par m'intérioriser. J'étais devenu presque une bête sauvage, au point que au début de la troisième année, j'ai planté une fourchette dans les fesses d'un pion qui m'avait agenouillé devant une règle. Un pion qui était jésuite? Oui, absolument, et qui se faisait cuire des œufs au plat devant moi. Dès qu'il s'est tourné, alors c'est une espèce de jouissance terrible, et puis un cri, ça rentre très facilement, un cri, et puis j'ai l'impression d'un coup d'imbécilité de manger, etc. J'ai été protégé par les autres enfants du réfectoire, j'ai évidemment été viré, et mes parents, qui ont dû comprendre la souffrance que j'avais reçue pour que je puisse arriver à un geste pareil, au lieu de me mettre en quarantaine, ont compris que je devais être externe. Et la vie a commencé. Et cette liberté et cette rébellion ont fait que j'ai fait des études de pharmacie, mais dès Très logique pour devenir publicitaire. Oui, mes parents étaient médecins. Hein. C'était radiologue, je crois. Donc, mes parents étaient radiologues, mais mon père m'a dit, écoute, toi tu es un peu la bosse du commerce, fais un métier où tu peux faire travailler les autres. C'était pas très de gauche. Mais, dès ma première année de pharmacie, comme j'ai été major, alors que j'avais été plutôt un cancre, stupéfait, mes parents m'ont offert une 2 chevaux. Et c'est ce qui a changé ma vie. Parce que je suis immédiatement parti inventer les raids en 2 chevaux. Et j'ai fait un voyage de Perpignan à Karachi. Je pensais aller aux Indes, pour dire combien j'étais inculte. Je n'avais pas compris que c'était au Pakistan et que le Pakistan n'était pas l'Inde. J'étais terrorisé quand je suis arrivé là-bas, mais c'était trop tard pour organiser le voyage autrement. Et ça m'a donné le goût des voyages, de la liberté, un peu de l'écriture, de la narration, parce que j'ai fait quelques conférences au retour patronales, hein, bon, mais qui m'ont donné le goût déjà un peu de la communication et qui m'ont fait préparer alors le grand changement de ma vie, qui a été le premier tour du monde en voiture, en 2 chevaux, qui se fera 4 ans après, quand j'aurai fini mes premières années de pharmacie, je serai pharmacien, et qui me permettront de préparer ma thèse de doctorat, parce que je voulais être docteur comme mes parents, je voulais tuer mon père, sur un sujet que j'étais incapable de traiter, des marchés des plantes médicinales à travers le monde. J'ai poussé la 2 chevaux comme un fou pendant 2 ans, donc je n'ai pas vu une seule plante, j'aurais été incapable de la reconnaître, mais mes maîtres ont été quand même formidables, ils m'ont permis de changer de sujet. J'ai fait une thèse sur
la pharmacie à l'heure européenne. De retour de ce voyage, je suis allé voir Citroën qui, au début, ne m'avait pas aidé, qui m'avait dit faites votre voyage, revenez. Et qui là m'ont ouvert les bras, stupéfait d'abord que j'ai réussi ce voyage, et qui m'ont dit il faut écrire un livre, qui m'ont trouvé un éditeur, qui m'ont presque aidé à écrire le livre. Je n'avais jamais écrit, donc un des patrons de la publicité m'a dit mais voilà, il faut t'y prendre comme ça, comme si, il relisait mes textes. Il m'a appris à écrire, il m'a donné le goût de l'écriture qu'après je ne perdrai plus. Ce livre a été un grand succès parce qu'il y a 50 ans. Il s'appelait Il s'appelait La Terre en rond. Il a fait un tirage fou de 200 000 exemplaires à l'époque, parce que ça paraissait, aujourd'hui, un tour du monde, il y en a eu à peu près 5 000 depuis celui-là. Mais il faut revenir aux conditions de l'époque. Le livre était très frais et il est tombé sur le bureau du patron de Paris Match, Prouveau, qui a dit tiens, mais voilà le style de reporter qu'il faudrait pour rajeunir un peu les équipes de match. Et qui m'a engagé à Match contre mon gré, parce que je dis mais moi je suis pharmacien. Je suis pharmacien. Mon père est en train de me négocier une part de la pharmacie du docteur Bobo, qui existe toujours. C'était la grande pharmacie de Perpignan, et je suis fiancé avec la fille du marchand de chaussures qui s'appelle Groll, qui n'est autre que Dany, la chanteuse et l'actrice, qui a été ma première fiancée, mais qui est maintenant une petite sœur de cœur. L'entrée à Match m'a fait instantanément quitter la vie de pharmacien, quitter la blouse blanche pour revêtir la vie de lumière de la communication, du journalisme à Match, puis à François, au service militaire. J'ai fait 28 mois de service militaire. Et dans ma chambrée, je me suis retrouvé avec Philippe Labro, avec Francis Weber et avec Jules Jacquin, l'auteur des manuels. Et à tous les quatre, on a été chargés de faire le journal militaire de l'époque. Puis après, ça a été ma grande rencontre avec Pierre Lazarev, qui m'a appris le poids des mots, après que Roger Théron, le patron de Match de l'époque, m'avait donné le sens du choc des photos. Et à 30 ans, je me suis dit, mais il faut que j'aille vers un métier neuf. Dans la presse, il n'y a plus rien à inventer. Vous lassez vite quand même. Et je sentais que la publicité allait devenir un métier formidable, et que surtout je pourrais créer ma propre agence, et ça m'a apporté, tandis que créer un journal, créer une télévision, n'en parlons même pas, parce que les télévisions privées étaient interdites à l'époque, n'existaient pas, donc c'était très limité, et j'en ai parlé à Pierre Lazarev, qui a été extraordinaire, qui m'a dit je crois qu'il y a du sang de fils de pub, vas-y, et si jamais ça ne marche pas, ta place de rédacteur en chef de François t'est acquise et tu la retrouveras quand tu veux. Donc je suis parti en toute sécurité. J'en ai bavé parce que de rédacteur en chef de François, avec voiture, chauffeur, je téléphonais au Premier ministre, il me promet au téléphone. Je suis devenu sous-chef de pub pendant le métro tous les matins. Je téléphonais à la secrétaire de la secrétaire du Premier ministre et elle me raccrochait au nez. C'est quoi une bonne publicité ? Une bonne publicité, je vais le dire un peu brutalement, c'est une publicité qui vend un produit. Parce que dans notre métier, créer, c'est vendre. Bon, si ce n'était que ça, je n'aurais jamais été passionné par ce métier. Une bonne publicité, elle doit faire ça. C'est le minimum, sinon elle ne se justifie pas. Mais derrière ça, elle doit donner l'envie d'avoir envie. Elle doit créer cet imaginaire des marques qui fait que les marques deviennent des amis de la famille, vont nous suivre, vont nous aider, vont devenir presque des références, puisqu'aujourd'hui toutes les références foutent le camp. Alors au moins elles sont stables, les marques sont immortelles. Coca-Cola, dans 500 ans, sera encore Coca-Cola, alors que nous aurons tous disparu. Donc elles ont cette espèce de côté un peu divinatoire qu'elles ont en elles, ce côté éternel qu'elles ont en elles. Donc c'est des choses très troublantes. Les marques, quand on a la chance, comme je l'ai d'en créer, j'ai créé beaucoup de marques dans ma vie, Afflelou, Carte Noire, plein d'autres, etc. Donc de savoir que quand on définit la publicité, on dit la publicité, c'est d'avoir des idées. Pas du tout. La publicité, c'est d'avoir l'idée, celle qui va faire vendre. Parce que les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions, il n'y en a qu'un qui franchit les petites barrières de la vie et qui crée un petit bébé. Et mon métier à moi, c'est de créer ce petit bébé idée que j'ai là dans mes bras, que je vois
le drame, c'est que je l'amène tout de suite aux hommes de marketing de l'agence qui disent, mais est-ce que c'est stratégique? Un petit bébé, il est là, il a 3 mois, est-ce que c'est stratégique? Puis je l'amène à un annonceur qui me dit, mais est-ce qu'il va vendre mon produit? Un petit bébé, il a 15 jours. Bon. Et la beauté de ce métier, c'est ça, c'est de créer un ADN de marque, un caractère de marque, une valeur de marque qui va après franchir les frontières et franchir les années. Là, vous parlez des valeurs, de plus en plus, confirmez-le ou pas, mais j'ai l'impression que de plus en plus, les marques essaient justement de s'accrocher à des valeurs. On ne vend plus seulement une marque, on ne vend plus seulement une voiture, on vend plein de valeurs qui vont autour. Oui, pour une raison saine et pour une raison malsaine. La raison malsaine, c'est que la consommation fait peur et tout consommateur culpabilise. Et plus il consomme, quand il a un peu de conscience, et plus il se dit, mais enfin, tout le monde n'a pas droit à la même consommation, et plus il a un peu honte de la consommation. Alors quand il sent qu'une marque profite de ce qu'on lui apporte pour le rendre à une grande cause, que ce soit la faim dans le monde, que ce soit la déforestation, que ce soit la lutte contre l'eau, eh bien, il a meilleure conscience à acheter cette marque-là. Et je suis persuadé que les marques qui ne sauront pas défendre les grands combats à la fois de l'humanisme, de l'humanitaire et de la nature, seront rayées de la carte. Il faut bien savoir que à la fin du siècle dernier, 80% des marques qui avaient existé au début du siècle ont disparu et qu'à la fin de ce siècle, il ne restera que 20% des marques qui sont aujourd'hui en circulation dans le monde. Et donc c'est un combat très sauvage, hein, cette jungle pour perdurer. Et les valeurs des marques vont beaucoup les aider. Et c'est formidable de voir que, bon, on ne va pas citer de marque, mais un grand yaourt que tout le monde connaît, qui commence par un D qui se termine par un E? Absolument. A eu l'incroyable intelligence de se dire, mais moi, mon combat, ça va être la santé. Parce qu'après tout, je suis là pour apporter de la santé. Puis est allé chercher Zidane pour avoir cette popularité et le cœur de Zidane. Et ensemble, ils ont décidé d'aller au Bangladesh et d'offrir des laiteries dans ce pays déshérité pour que les gens puissent trouver du boulot, fassent leur propre yaourt à des prix défiant toute concurrence, hein, c'est des vaisseaux plastiques, et nourrissent la population. Et maintenant qu'ils ont réussi ça au Bangladesh, ils vont le faire dans le reste du monde. Alors tout d'un coup, le capitalisme, ce vil capitalisme, commence à vous redonner un peu confiance dans le libéralisme. Et on ne peut pas oublier une marque comme ça qui vous touche le cœur. Et la publicité de demain, ça sera ça. Quel est le slogan? Vous en avez inventé des centaines, mais celui dont vous êtes le plus fier? On est fou d'Afflelou, parce qu'il est bête comme ses pieds, il a fait la fortune d'Afflelou, et il est ce que j'aime bien dans la publicité, le côté réclame. Le côté, on est là pour faire des ritournelles, pour être des chansonniers de trottoir. C'est un petit peu léger comme ça. Oui, et c'est un long métrage. Hein, on est flou d'Afflelou, dans ces 3 mots, on sent toute une vie possible, on sent que soi-même, on peut devenir fou, on peut aller ailleurs, on voit Afflelou et on suit sa vie. Donc, il faut que les mots créent des images, si on veut que les slogans soient forts. Alors, très honnêtement, celui qui m'a fait, c'est La Force tranquille, parce qu'on a beaucoup dit que j'avais fait élire Mitterrand. C'est loin d'être vrai. C'est lui qui m'a sacré petit roi de la publicité. C'était lui à qui je dois tout. Et c'est certainement le slogan qui, lui, m'a rendu célèbre. Vous évoluez dans un monde qu'on a peut-être un peu facilement, je ne sais pas, mais tendance à qualifier de superficiel. Vous avez rencontré Sœur Marguerite, qui, elle, est confrontée à un monde terriblement dur au Congo. Elle est éducatrice, on va dire, au Congo. Il y a des pages, il y a des choses assez dures à lire dans le livre. Moi, à un moment, j'ai balancé le livre tellement je trouvais ça dur. Elle explique des massacres, en fait. On ne peut pas dire ça autre chose, dire ça autrement. 5 millions de morts dans le Congo belge d'à côté et 500 000 dans le tout petit Congo de Brazzaville où il n'y a que 5 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% des habitants qui sont morts. Vous avez plongé des 2 pieds dans un monde auquel vous n'êtes pas habitué en rencontrant cette sœur et en la faisant parler. Vous avez mis en rapport ces 2 mondes, voilà, le vôtre publicitaire, un peu superficiel, et puis le sien terriblement dur. La rencontre est née de ça d'ailleurs, parce que c'est l'abbé de la Morandais
qui m'a dit un jour, tu vas voir, je vais te présenter une sœur formidable, elle raconte son histoire, et elle a besoin de conseils pour faire perdurer son œuvre. Elle a passé 32 ans à Brazzaville, et puis elle a 80 ans, elle est rentrée à Paris, mais elle voudrait que l'œuvre continue, donc elle a créé une association, il faut que tu les aides. Et j'ai eu un déjeuner avec elle, elle m'a raconté son histoire, et moi je suis un impulsif, j'étais tombé amoureux d'elle déjà là, À la première seconde. tout de suite, etc. Il faut dire que dans ma toute petite enfance, mes parents étaient étudiants en médecine, l'un et l'autre. Ils étaient à Paris, ils étaient très jeunes. Mon père avait enlevé ma mère. Ma mère était noble, mon père était roturier, il s'était fait virer par la belle famille, ils étaient à Paris, ils n'avaient pas un sou. Et moi, je suis né au milieu de ça, et tous les matins me confiaient à la crèche, parce que mes parents allaient faire des études. Pas n'importe quelle crèche. À la crèche de la rue de la Tombissoire, qui était une crèche de petites sœurs des pauvres, à Paris, dans le 14e. Et la première image que j'ai, c'est la cornette de Sœur Joseph. Elle s'appelait Sœur Joseph. Sœur Joseph, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Et je voyais cette bonté dans les yeux. Les yeux des religieuses ont une bonté que personne d'autre ne peut exprimer. C'est particulièrement vrai chez Sœur Marguerite. Oui, quand on voit ce regard de bonté. C'est la même que Sœur Joseph. Exactement la même. La cornette en moins, le voile en plus. Oui. Et donc j'avais cette image-là qui m'a fait d'ailleurs commencer ma vie dans une sorte de proximité de la religion et en bon chrétien. C'est après chez les jésuites que ça s'est mal passé. Et chez les jésuites, ça s'est mal passé, et donc c'est là que ça s'est gâché. Et donc, j'ai revu cette cornette-là, et je lui ai dit, écoutez, il faut d'abord écrire votre histoire. Donc, écrivez votre livre, et après, moi, je vous aiderai dans la publicité du livre, et puis on fera une campagne que je vous offrirai pour trouver l'argent pour que votre école, l'école spéciale, pour que votre école perdure. Elle m'a dit, mais je vais en parler à ma sœur supérieure. Une semaine après, elle est revenue me voir, elle m'a dit, on trouve ça formidable, mais c'est vous qui allez écrire le livre. Je dis, alors, ma sœur, là, je suis le plus mal placé pour le faire. Je suis athée. J'ai traversé le Congo il y a 50 ans en 2 chevaux, je n'y suis jamais retourné depuis. J'ai fait 40 fois le tour du monde sans m'arrêter au Congo. Mon domaine, c'est la communication, qui n'a rien à voir avec l'éducation. Je suis incapable de... Et en plus, j'écris un autre livre politique sur la campagne qui s'appelle La prise de l'Élysée. Alors elle m'a dit, bon, mais je ne ferai rien. Écoutez, ma soeur, je suis désolé, mais... Bon. Et tous les matins, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, j'ai prié pour que ça se fasse. Et à la 5e fois, j'ai dit, arrêtez de prier, ma soeur, on va commencer ce livre dès demain matin. Et ce n'est pas moi qui lui ai fait un cadeau, c'est elle qui m'a fait le plus beau cadeau d'avoir passé toutes ces heures avec elle à l'écouter. En vous nommant accoucheur officiel Accoucheur officiel, aidé par un journaliste aussi, parce que j'avais peur de ne pas assez bien faire mon métier de journaliste, qui a été remarquable. Et puis, bon, on l'a accouché. Et après, je me suis retrouvé avec 500 feuillets. Et je n'avais jamais fait de livre d'entretien comme ça, parce que c'est son livre. Moi, je ne suis que le scribe. Mais pour arriver à unifier tout ça, pour faire que le style soit un peu littéraire, parce que c'est très parlé, c'est inaudible un livre parlé, pour que je puisse créer un jeu avec elle, pour que je puisse transmettre ce qui s'était passé à l'intérieur de moi, où je commence ce livre assez froid, et où je commence à la fois totalement amoureux, et à la fois en m'interrogeant. Je dis d'ailleurs à la fin du livre, plus jamais je ne me permettrai de dire que je suis athée. Vous êtes au moins devenu agnostique. Voilà, absolument. Peut-être même un petit peu plus. J'ai surtout redécouvert ce que m'avait déjà donné Sœur Joseph et ce qui était en moi, la bonté. Et je crois que la bonté est la plus belle vertu du monde. Il n'y a pas un seul de ces politiques pendant cette campagne qui a prononcé le mot bonté. C'est le mot le plus important. Il ne peut pas y avoir de bonheur sans bonté. Alors on parle de générosité, on parle de partage, on parle de solidarité. C'est des mots abjects. Le seul mot, c'est la bonté. Et on s'aperçoit que finalement, le catholicisme, c'est d'abord le culte de la bonté. Parce que la différence quand même entre cette religion et les autres, même si peut-être qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il a plusieurs facettes, et peu importe, le tout c'est d'avoir la foi, c'est d'y croire, et puis d'avoir surtout une hygiène mentale qui se réfère
à des valeurs profondes religieuses. Finalement, le fond de la religion catholique, c'est la bonté. Et d'ailleurs, qu'a dit Jésus-Christ? Aimez-vous les uns les autres. C'est le plus beau slogan, ça le plus beau slogan de tous les temps. Vous devriez aimer l'inventer, celui-là. Je dis souvent que c'est pas très gentil pour, la religion catholique, que Jésus-Christ est le premier publicitaire, c'est aussi le premier socialiste. C'est quand même lui qui a donné sa vie. Du courrier, là. C'est quand même celui qui a donné sa vie pour les autres, etc. Bon, il ne l'a pas fait d'une façon politique, ce qui Parce qu'il n'y a que les socialistes mais qui donnent leur vie pour c'est les lui qui a tout inventé de mon métier. Il a inventé le plus beau slogan de temps. Il a inventé le logo, la croix, qui 2000 ans après a toujours la même force rayonnante dans le monde entier. La marque, Jésus-Christ. Il a inventé la marque. Il a inventé le lieu de vente, qui est l'Église. Et puis Dieu sait qu'il en a mis partout dans le monde. Il n'y a d'ailleurs pas assez, il faudrait qu'il y en ait encore plus. Et avec humour, je dis, il a aussi inventé la promotion. Quand la fréquentation baissait, il faisait un miracle et ça repartait. C'est tout ce qu'essayent de faire les publicitaires. Il manque plus que le prix, mais là, c'est la gratuité, c'est encore plus fin, finalement. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, nous allons dans un monde de gratuité. Regardez la presse gratuite. Alors, c'est drôle que vous parliez de la bonté comme la valeur qui prime pour vous, parce qu'en téléphonant à sœur Marguerite, pour savoir un peu voilà, ce qu'elle avait pensé de Jacques Séguéla, elle m'a dit, écoutez, quand je pense à Jacques Séguéla, le premier mot qui me vient, c'est qu'il est bon. Merci, sœur Marguerite. C'est pas un hasard, hein, peut-être. Et je lui ai dit, croyez-vous que vous l'avez converti, croyez-vous qu'il croit en Dieu? Elle m'a dit, pas encore, mais ça viendra. Elle a quand même fait un vrai chemin. Je crois que par lâcheté, par facilité, à cause de cette vie moderne qui est quand même si dure, on ne se repose plus la question essentielle. Pourquoi tout ça? À quoi servons-nous? C'est pas pensable que quand on voit la beauté du monde, l'évolution du monde, les progrès du monde, on soit simplement des petites fourmis qui sont à la queue leu et puis un jour retrouvent la Terre. On a une mission sur Terre. Bon, et cette mission, c'est d'aller plus loin. Un jour, j'ai demandé à François Mitterrand, qui était plus croyant qu'on ne croit. J'étais très proche de lui. Je dis, qu'est-ce qui fait courir un président de la République? Alors, il n'aimait pas ce genre de questions. Et puis il m'a dit, moi je voudrais que le jour où je quitterai cette maison, nous étions à l'Élysée, la France soit un petit peu meilleure, un petit peu plus généreuse, un petit peu plus sûre que le jour où j'y suis rentré, et que j'y sois un rien pour quelque chose. Et je me dis, mais c'est finalement la définition de la vie de chacun. Il faut que chacun se dise, mais quand je vais quitter cette vie, il faut que j'ai apporté quelque chose. Bon. À partir de là, on a besoin d'une morale, parce que quelque chose qui serve à quelque chose, et qui est une prolongation. Et c'est de là qu'on se dit, et si la vie éternelle existait? Je ne crois pas à l'enfer, au paradis, à toutes ces singeries qui desservent le catholicisme. Je suis anti-pape. Je trouve lamentable que le pape ait pu interdire le préservatif, même s'il l'a fait. Non, mais c'est vrai, mais parce qu'il faut le lui dire. Il faut l'ancien pape, qui était un saint, bon, il a protégé le dogme. Il y a un moment où il fallait protéger le dogme. Je comprends ça. Le nouveau devrait être un peu plus moderne, il devrait être de son temps. Vous savez, Jacques, que le pape n'est pas contre le préservatif, il faut quand même le dire. Oui, enfin, oui. C'est le meilleur moyen de se protéger, ça reste la fidélité. Oui, d'accord. Et quand on ne peut pas, etc. Bon, mais il ne le dit pas vraiment aussi bien que vous. Hein, je t'aimerais bien qu'il le dise un jour comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'il devrait vraiment faire. Mais je trouve qu'au-delà des ors, des pourpres, de la puissance du Vatican, qui mélange un peu la politique à la religion et tout ça, je trouve qu'il n'y a pas de plus belle idée que celle de Dieu. Et elle est tellement belle qu'on peut se dire qu'elle vient d'ailleurs. Que c'est pas seulement une idée. Et que donc cet ailleurs existe. Parce que je n'imagine pas l'homme capable d'inventer Dieu tellement c'est une idée qui traverse le temps, c'est une idée d'une puissance folle, et c'est quand même l'idée qui mène le monde, parce que même les athées croient en ce qu'ils croient être Dieu, qui est la force du mal, qui est la force de l'argent, ils se raccrochent à n'importe quoi, qui est leur façon
de ne pas accepter qu'il y ait justement un Dieu qui soit un Dieu de bonté. Vous pensez, vous, souvent à la mort, à votre mort notamment? J'essaye de fuir la question de nouveau par lâcheté. Et puis, ce qui m'a beaucoup frappé dans les derniers temps où j'ai fréquenté François Mitterrand, c'est que lui était hanté par la mort. Donc, il ne parlait que de ça. Et je pense que plus on en parle, Plus on essaye de plus maîtriser? elle s'approche. Ah. Lui, il savait qu'il était condamné. Il aurait dû mourir en 81. Il aurait dû mourir l'année où il a pris le pouvoir. Son cancer s'est déclaré à ce moment-là. Et les médecins lui donnaient quelques mois. Et s'il a tellement hésité, ce qu'on ne sait pas, il me l'a confié, s'il a tellement hésité à se représenter en 88, on a cru que c'était stratégique, politique, pas du tout. C'est que ces médecins, il y avait une recrudescence de la maladie. La maladie s'est déclarée en 81. Il y a eu une phase assez terrible. Il a été très bien soigné. Il y a eu une rémission. Et un an, en 87 à peu près, début 87, la maladie est revenue. Et les médecins lui ont dit, vous avez 2 ou 3 ans de vie. Et il a beaucoup hésité à se représenter parce qu'il a pensé qu'il n'irait pas au bout de son septennat. Et d'ailleurs, le jour où il m'a demandé de redevenir son publicitaire et de faire la campagne avec lui, qui m'a beaucoup touché, Danielle Mitterrand était là, c'était un petit déjeuner qui s'est très longuement prolongé. Elle m'a raccompagné sur le perron de l'Élysée, elle m'a pris la main comme ça, elle m'a dit, mais alors Jacques, nous allons mourir ici. Elle savait que la maladie était là. Qui explique d'ailleurs ce mysticisme qui a hanté François Mitterrand. Ça me fait peur. Et comme je ne sais toujours pas si c'est un point final ou un point de continuation, j'en fais un point d'interrogation. Je voudrais avoir arrêté mon vote avant qu'il ne soit trop tard. Ce que les Français ont essayé de faire dans cette élection. Est-ce que, vous savez, il y a cette fameuse question de Bernard Pivot, où vous avez réfléchi à ce que vous aimeriez qu'il vous dise, on va admettre qu'il est là, qu'il existe et qu'il y a un après, quand vous serez face à face avec Dieu? Bernard Pivot a posé la question dans une émission, je ne me souviens pas ce que j'ai... on répond peut-être pas la même chose d'une année sur l'autre. Je ne sais pas ce que j'ai répondu. Aujourd'hui, vous diriez quoi alors? Oui, moi je dirais, ça ne peut pas continuer comme ça. Ah, vous l'engueuleriez? Je l'engueulerai. Il y a une erreur de stratégie de départ. Ça y est. Où il fallait faire l'homme bon. Mais le priver de toute liberté? Bon, ou en tout cas le priver de certaines libertés. Ah bah oui, mais on ne peut pas cultiver la bonté, être l'image de la bonté et laisser la méchanceté dans les extrémités où elle se réfugie avec le temps. D'ailleurs, l'homme a toujours été profondément et bon et méchant. Et la violence de l'homme préhistorique était la même que la violence de l'Al-Qaïda aujourd'hui, sauf qu'elle était évidemment moins répandue, moins médiatisée. Mais il n'appartient qu'à lui, pas de donner des signes de l'existence de Dieu, parce que sinon le mystère lui-même, qui fait la religion, disparaîtrait. Mais quand même d'intervenir de temps en temps, mais qui vous dit pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient sacrifiés. C'est cette différence entre le nord et le sud qui est insupportable. Aucun Dieu ne peut accepter ça. On ne peut pas faire que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches. Si le monde va exploser, c'est-à-dire qu'il est en train d'allumer la bombe qui va faire exploser ce qu'il a créé. Et si Dieu avait mis toute sa puissance dans les hommes, justement? Et si toute la puissance de Dieu n'était qu'une puissance d'amour, Dieu n'est pas magicien. Et s'il avait mis toute sa puissance dans les hommes et que c'était à nous de nous prendre un peu en charge? Il faut changer de communicant, puisque ton communicant, tu tutoierais dans la publicité, on tutoie tout le monde. Peut-être qu'il me mettra en enfer immédiatement, mais bon, je dirais, ton communicant n'est pas le bon. Change de pape. Mets-moi un pape de 40 ans, mets-moi un pape qui ressemble à Kennedy, mets-moi un pape qui est de la gueule, mets-moi un pape qui remoue les foules, mets-moi un pape qui fait rêver. Vous revenez sur la forme, finalement, plutôt que le fond. Vous favorisez la forme. Mais Kennedy, ce n'était pas que de la forme. Alors, je ne dis pas le mauvais côté de Kennedy. D'accord. Oui, il peut y avoir la forme et le fond. Oui, d'être l'amant de Marilyn Monroe. Mais Kennedy est le premier dans cette vie médiatique qui a su mettre la forme au service du fond. Les nouvelles frontières,
c'est le plus beau concept politique que l'on ait jamais lancé. Vous ne croiriez pas qu'on reprocherait au Vatican et à la religion catholique de manière générale, justement, d'utiliser des trucs pour rallier les gens Enfin, elle utilise des trucs. Enfin, les voyages pontificaux, qu'est-ce que c'est? La papa mobile, toute blanche, la soutane. D'ailleurs, c'est très bien fait, je trouve ça formidable. Le vocabulaire qui est d'une qualité, les encycliques, c'est d'une qualité, c'est écrit avec... C'est la perfection de la communication. Mais c'est cette espèce de soutien inconsidéré d'un dogme immuable dans un monde qui change trop vite. C'était possible les 20 premiers siècles d'avoir un dogme immuable, parce que ça n'a pratiquement pas bougé le monde. Il s'est plus inventé ces 20 dernières années qu'en 20 000 ans, grâce à l'ordinateur, grâce à tout ce qui a germé. Et tout d'un coup, le dogme, lui, ne bougerait pas. Mais c'est aussi stupide que l'infaillibilité du pape. Pardon. Non, mais alors, cela restez, mes chers catholiques, restez. Non, mais c'est intéressant d'en discuter, d'avoir justement un point de vue différent. Et c'est pas ça qui me fait pas dire que j'ai profondément envie de trouver Dieu et de pouvoir avoir cette certitude que j'ai servi à quelque chose. Parce que si ça s'arrête, je n'ai servi à rien. Ça veut dire que vous allez donner suite, on va revenir un peu sur vraiment le combat particulier de Sœur Marguerite, mais vous allez donner suite en termes de recherche par rapport à votre foi personnelle, parce que la foi, qu'y a-t-il de plus personnel que la foi finalement? Vous allez donner suite à ça? Oui, mais pas par des lectures. Par des rencontres éventuellement? Oui, par des rencontres, mais je crois que c'est une introspection. Il faut partir en retraite? Oui, je ne pense pas que ça changerait, je pense pas que ça change les choses. Je compare ça un peu au vote, comme je le disais tout à l'heure. Vous savez, on ne vote pas pour des programmes. Les gens ne les lisent pas. On ne vote pas pour des idées. Les gens ne se souviennent de rien au moment où ils mettent le bulletin dans le lieu. On vote pour une certaine idée que le candidat, la candidate qu'on a choisi, se fait de la France, comme le disait De Gaulle. Bon. Eh bien moi, ce que j'attends, c'est certaines idées que je me fais de Dieu. Et le jour où j'aurai défini ça, entre l'idée que je me fais du Dieu ou l'idée que je me fais du non-Dieu, va me libérer. Parce que je ne suis pas libéré. Je pense que personne ne peut me l'inculquer et que si je veux rentrer dans trop de lectures, dans trop de rencontres, je serai influencé. Je veux que ça vienne de moi. Je veux que ce soit naturel et spontané. Parce que je suis trop instinctif, trop aqueux, pas accueilli, quotient émotionnel et pas quotient intellectuel, pour pouvoir me laisser imposer quelque chose. Il suffit d'ailleurs que j'entre en retraite pour que je dise non à tout jamais à la religion. Je reprendrai la fourchette. Juste avant qu'on en vienne à Sœur Marguerite, je voudrais qu'on parle un peu du petit Jacques Séguéla. Vous faites d'ailleurs une très belle citation en amont d'un chapitre de Jean Guéhen qui dit « Si l'âme a une couleur, c'est celle de notre enfance ». Elle était de quelle couleur, votre enfance? Mais mon enfance, elle a été très colorée parce qu'elle a été d'abord très bleue. Autour de Sœur Joseph, je vois du bleu. La cornette était blanche. Je crois que c'était un bleu très gris d'ailleurs, le vêtement, mais je crois qu'il était d'ailleurs... Vous rattachez votre enfance tout de suite aux Sœurs de la Charité? Oui. Ma première image, c'est celle-là. Et je vois d'ailleurs que le bleu de Sœur Marguerite, je pense que c'était le même que celui de Sœur Joseph. Donc c'était bleu, et puis c'était bleu parce que j'avais beaucoup d'amour de mes parents. Et c'était à Perpignan qui était une ville de bonheur, de soleil, de gaieté. Donc c'est une enfance très heureuse. Et puis il y a ensuite le noir du passage jésuitique, le noir taché de sang, enfin quelques gouttes quand même. Je ne l'ai pas assassiné. L'épisode de la fourchette, on va en entendre parler. Après, il y a l'arc-en-ciel du Tour du monde. Ah, donc là, on n'est plus dans l'enfance, vous êtes déjà... Oh, mais l'enfance, après, la toute petite enfance, elle est très heureuse et elle est faite de la première grande rencontre de ma vie où je rencontre Jean-Claude Baudot qui va ensuite partir avec moi faire ce premier voyage, ce premier rallye, et puis ensuite partir faire le tour du monde. Et on ne s'est pas quitté d'ailleurs depuis, donc ça fait pratiquement 68 ans d'amitié et ininterrompue.
Donc c'est une... et puis, avec beaucoup d'éclectisme, parce que ma mère était protestante, mon père était catholique, mon père, en vrai machiste qu'il était, avait obligé ma mère à se convertir à la religion catholique, criminel. Pour pouvoir se marier aussi, peut-être à l'époque, c'est obligatoire. Pour pouvoir Les se marier, conversions, pour pouvoir se marier, mais je ne suis pas marié à l'église, donc c'était quand donc même non. plutôt pour affirmer. Son autorité. Bon, et parce qu'il voulait que ses enfants soient catholiques. Mm. Hein. Il n'aimait pas d'ailleurs le protestantisme. Mais ma mère était restée protestante de cœur. Et tous les dimanches, ma mère allait avec moi d'abord au temple et ensuite à l'église et communier dans les deux religions. Donc elle avait déjà une sorte de... Et elle était quand même très mystique et très douce et très bonne et très droite. Et à la fois, elle était médecin, donc les médecins sont toujours très libres aussi. Et je crois que c'est à mes parents que je dois, c'est le cas d'ailleurs, je pense, de nous tous, que je dois d'avoir eu ce caractère de bonheur permanent. Moi, le malheur ne me touche pas. J'ai d'abord la chance d'avoir une vie très heureuse, mais j'oublie le malheur. Voilà. Moi, plus qu'adorer mes parents, je n'ai pas pleuré à la mort de mes parents. Je pleure dans les films. Là, j'ai une sensiblerie de vieux beau. Hein, mais quand mes parents s'en vont, ils s'en vont pas. Bon, il faut bien un jour qu'ils nous quittent, mais je sais qu'ils sont là. Je sais que les êtres que l'on aime ne disparaissent pas, ils deviennent invisibles et plus présents que jamais. Et c'est un sentiment que j'ai eu. Ma mère est partie la première, que j'ai eu instantanément avec ma mère, mais le jour même de l'enterrement. Pas que je n'avais pas de tristesse, bien sûr, hein, mais le cordon n'était pas rompu. Et que j'ai retrouvé avec mon père, qui est parti, lui, quelques années après. Et je sais qu'ils sont là. Je les vois d'ailleurs là, à l'émission, ils sont là. Et ça, c'est une force d'optimisme terrible. J'ai des échecs comme tout le monde, j'ai des petits drames comme tout le monde, etc. Je les oublie instantanément. Et je ne les pressens jamais. Je refuse tout pressentiment de malheur possible. J'attends que les drames soient là. Même que, par exemple, en publicité, on est en compétition permanente. Hein. Donc, les annonceurs vont remettre toujours en question. Il y a des moments où je sais que je vais perdre un budget auquel je peux être très attaché. Par exemple, j'ai perdu le budget Vuitton, dont j'ai fait la pub pendant 40 ans. On est compte, un homme qui est marié, avec 40 ans avec une femme, et à 40 ans, elle se tire avec un autre. Il y a de quoi vraiment, l'étrangler. Bon. Quand on perd un budget, on est toujours un peu responsable. Enfin bon, là, il y a quand même des responsabilités de deux côtés. Eh bien, jusqu'à là, ça dure 3 ou 6 mois, comme ça, des ruptures professionnelles. Jusqu'au jour où est arrivée la lettre, j'ai refusé de croire ou d'imaginer qu'on allait perdre Vuitton. Et le jour où je l'ai perdu, c'était oublié. C'est pour ça que je ne veux pas le reprendre demain matin. Mais il n'y a aucune séquelle. Je n'en veux à personne. Je n'ai pas d'ennemi. Je ne sais pas ce que c'est qu'un ennemi. Je n'ai jamais eu d'ennemi. Même les gens qui peuvent m'insulter, me prendre à max. Ça ne vous atteint pas? Ça ne m'atteint pas. Alors, je suis comme tout le monde. Quand il y a une critique, j'ai bon, etc. Mais ça ruisselle. L'alliance que vous portez, c'est un signe de bonheur pour vous aussi? C'est vous m'aviez demandé un objet. C'était pas la peine d'en amener un, puisque je l'ai en permanence sur moi. Moi, c'est ma plus belle réussite. 30 ans de mariage et 5 enfants de la même femme. Je crois que je suis le seul publicitaire au monde à avoir 5 enfants de la même femme. 30 ans de mariage et pas une seule dispute. Pas l'ombre d'une dispute. Pas une nuit où on s'est tourné le dos dans un lit. Pas une matinée où elle ne m'a pas dit comme tu es beau. Je me précipite devant la glace, je dis mais il a dû se passer un miracle. Sœur Marguerite va être exaucée, il a dû passer un miracle. C'est quoi votre secret? Ça nous intéresse tous. C'est ma femme. C'est ma femme. C'est une femme en plus belle, qui a toutes les qualités, etc. Une espèce d'harmonie naturelle. On ne se force pas. Alors, on peut avoir des prises de bec. Par exemple, on n'a pas le même vote. Vous imaginez que ça chantique. Mais jamais...
ça glisse, voilà. Sans se forcer. Et finalement, hein, ce que l'homme accomplit de plus beau, et c'est là où c'est d'ailleurs assez, je crois que c'est assez eucharistique et assez religieux, c'est la fondation de sa famille, qui est un acte d'amour, qui finalement... Renouvelé 5 fois chez vous. Renouvelé 5 fois, donc qui est la base même du catholicisme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à ses enfants que aimez-vous les uns les autres? Sœur Marguerite, au milieu de la discussion et des différentes rencontres que vous avez dit à un moment une phrase très jolie. Elle dit qu'on a en chacun de nous 4 graines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces graines. La bonté, on en a déjà parlé, le savoir, la beauté et l'infini. Et que pour que ces graines germent, il faut de l'affection. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous adhérez? Est-ce que c'est une des leçons que vous avez retenues de votre dialogue avec Sœur Marguerite? Oui, d'abord, Sœur Marguerite, alors, pour moi, c'est une sainte. Si le pape m'écoute après m'avoir excommunié, si on ne canonise pas encore les gens de leur vivant, ça ne se fait pas encore. Oui, non, mais ça transparaît d'elle. Elle rayonne dans quelque situation que la mette ou que... On a fêté le 5e anniversaire de la mort de François Mitterrand. C'était le 5e ou le 10e? Le 10e, je suis perdu. Enfin, l'anniversaire de la mort de Mitterrand. Et donc, tous les socialistes, Montand était là, Daniel Mitterrand était là. Et j'avais demandé de venir à côté de Daniel Mitterrand. Ça a été immédiat. À Sœur Marguerite? Oui, le fit a été immédiat. Où qu'on la mette, elle transcende. Et Dieu sait que François Mitterrand était croyant, je ne dirais pas la même chose de Daniel Mitterrand. Mais on ne peut pas ne pas être irradié par cette générosité. C'est ça, vous lui dites à un moment, vous réenchanteriez la politique si vous vous inscriviez dans la politique. Exactement. En plus, une espèce de force de caractère, de densité, de ténacité. Quand on pense, c'est ce qui m'a fait le plus réfléchir, quand on pense que ce petit bout de bonne femme, seul, sans argent, sans soutien, sans carnet d'adresse, sans pub, même si c'est le dernier bout de la carrosse, a sauvé 30 000 petits Congolais de la misère intellectuelle, qui est la pire misère qui soit. Parce qu'on peut avoir une simple misère matérielle qui peut toujours s'arranger un jour. Mais si vous ne savez ni lire ni écrire, dans un pays quel qu'il soit, vous balayez les trottoirs à vie. Elle en a sauvé 30 000, qui tous savent lire et écrire, dont beaucoup ont le BETC, dont certains ont le bac, dont certains aujourd'hui sont avocats. Oui, ils font des études, oui, tout à fait. Et quand elle m'a dit ça, je me suis retourné, j'ai regardé ma vie, et j'ai dit, et toi, qui as-tu sauvé? Mais qu'as-tu fait de ta vie, avec tous les moyens que tu as eus, avec toutes les chances que tu as eues, avec... qu'est-ce qui restera de ta vie? Bon, quelques pubs, d'accord, bon... j'ai fait 20 campagnes présidentielles, donc il y a 19 des présidents ont été élus, d'accord. Bon, mais qu'est-ce que c'est par rapport à 30 000 petits Africains qui ont été sauvés de la misère? Donc c'est ça pour moi la sainteté, c'est de surpasser ses possibilités et ses forces. Alors, je suis vraiment d'accord sur ces 4 graines, parce que c'est parce qu'elle a ces 4 graines en elle et qu'elle n'a pas cessé de les semer qu'elle l'a fait. Et elle le fait toujours en toute affection. Moi, je signe toujours mes lettres tendresse, même à quelqu'un que je n'ai jamais vu. C'est vrai, la dédicace sur le livre, ça m'a un peu surprise. J'ai relu plusieurs fois, non pas que vous écriviez mal, mais à Emmanuel avec ma tendresse pour lui donner du courage pour notre prochaine interview. J'ai du mal lire. Il ne peut pas avoir marqué tendresse à quelqu'un qui ne connaît pas. Bien sûr, bien sûr. Ben si. Mais j'écris... Je ne connais pas Jacques Chirac. Hein. Je n'ai jamais, même jamais serré la main. C'est même curieux. Hein. Je ne l'ai jamais vu. Eh bien, quand je lui écris ou quand je lui dédicace un livre, tendresse. Je trouve que c'est le mot que tout le monde devrait utiliser. Salutation, c'est ridicule. Ah, et puis de la part d'un homme, c'est d'autant plus marquant, je trouve. Mais je pense que les hommes doivent aussi avouer leur côté féminin. Ouais. Ségolène est là pour ça. Au cas où les gens n'auraient pas encore compris que vous étiez de gauche, juste au cas où on ne vous connaîtrait pas encore. Voilà. L'émission va tout doucement arriver sur sa fin. Je voudrais
vous posez quelques petites questions comme ça qui partent un petit peu dans tous les sens. Si vous n'avez pas envie de répondre, vous dites joker. On a le droit au joker quand même. On va pas... et joker. Je vous en prie, je vous en prie. Première question, elle va s'adresser au petit garçon que vous étiez. Si vous pouviez croiser dans la rue, par exemple, le petit Jacques Séguéla, 6, 7 ans, 8 ans peut-être, vous lui diriez quoi? Deviens ce que tu es. Socrate l'a dit avant moi. Il a dit mieux que moi. Mais je crois que très jeune, il faut oser s'affirmer. Ça ne veut pas dire qu'il faut être en rébellion comme je l'ai été, mais la vie, c'est soi, un jour pour les autres, mais c'est d'abord soi. Il faut se construire, il faut se faire, et donc il faut se trouver. Je pense qu'un être sur deux ne s'est pas trouvé dans la vie parce qu'il ne s'est pas cherché. Mais comment on aide un enfant à se trouver? Comment nous, chacun, peut aider nos enfants à trouver qui ils sont? En parlant, ouais. Les enfants ont une écoute hallucinante. Ils sont vierges, ils sont purs. Hein. Ils ne sont pas déformés par la vie et après esquintés par l'ENA et la publicité ou n'importe quel autre métier ou n'importe quelle autre formation. Donc, le plus important, ce que j'essaye avec mes enfants, c'est qu'ils aient leur propre révélation et qu'ils assument leurs vertus et leurs vices et qu'ils sachent les maîtriser pour être eux-mêmes. D'ailleurs, c'est ce que je dis à tout candidat à la présidence de la République qui me demande de faire sa campagne. La force tranquille n'est rien d'autre que de deviens ce que tu es de François Mitterrand. Chacun de nous est plusieurs. Et les hommes politiques sont plusieurs fois plusieurs, puisqu'ils ont 20 ans, 30 ans de vie politique derrière eux, où ils ont été un peu à droite, un peu à gauche, un peu au centre, où ils ont été ministres de ceci, de cela, où ils ont vraiment eu plusieurs personnalités, plusieurs leur personnalité publique, leur personnalité privée. Et à un moment donné, surtout quand ils entrent en campagne, c'est le reproche que je fais d'ailleurs à nos politiques actuels, c'est pour ça qu'aucun n'a le charisme d'un Mitterrand et que cette campagne a été aussi finalement ratée. Elle est passée à côté du grand rêve qu'il fallait créer, elle a été simplement un peu mercantile et consumériste. Bon. Et Mitterrand, je me souviens très bien, quand je lui ai présenté ce slogan, il m'a dit « Séguéla, vous m'avez trouvé ». C'était formidable comme réponse. Tous les autres l'ont rejeté. C'est le plus beau compliment qu'on vous ait fait, j'imagine. Il m'a dit un jour, il faut que vous alliez montrer la campagne au Parti Socialiste, etc. J'ai oublié de le faire. Donc, j'étais devant un aréopage de 20 socialistes qui vont se retrouver ministres un mois après. Je présente ma campagne. Quilles, qui était le parti, me dit, on va voter. 20 voix contre. 20 voix contre la France tranquille. Arrive Mitterrand, qui avait donné une interview, et qui me dit alors, président, 20 voix contre, il dit « Ah, mais c'est là, mais moi je n'ai pas voté, et moi je vote pour. Et comme on est en démocratie, on va faire la campagne, on va faire l'affiche parce que c'est ma campagne et pas la leur. » Et voilà comment ça pose. Y a-t-il un lieu qui vous ressemble particulièrement? Oui, la mer. Ah. Je crois qu'il y a 3 sortes d'hommes, c'est Valérie qui dit ça, très joli, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Moi je vis pour ce mois de l'année où je vais sur mon petit bateau avec ma femme et puis avec mes enfants, mais que je conduis moi-même, etc. Je déteste les yachts, les gros bateaux, etc. Où je vais être seul sur la mer. Je pourrais passer ma vie sur la mer. Vous y trouvez quoi sur la mer? Parce que elle est à la fois l'infini, elle est l'aventure, tout peut arriver sur la mer en 30 secondes. Et elle est d'une sorte de calme pénétrant. Et sans cesse recommencer. Donc elle est l'énergie, hein, marée motrice d'ailleurs. Elle est là, elle vous emmène tout de suite ailleurs. Vous êtes sur la mer, vous êtes dépaysé. Hein, dépaysé. Je prends sur un hélicoptère, je vous amène à New York, vous n'êtes pas dépaysé. Même au Sahara, vous n'êtes pas dépaysé. Sur un bateau, à condition qu'il soit en pleine mer. S'il est dans un port. Qu'est-ce qui vous enflamme? La passion. La mienne, mais que je puise au regard de celle des autres. Et je pense que la vie se résume à ces moments de passion. Et que donc il faut cultiver la passion en permanence, en tout. Je pense que la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Il ne peut y avoir de rêve que dans la passion. Avez-vous un rêve inachevé? Oui. Celui justement de la question que je me pose, qui n'est pas... et
celui de ne pas avoir eu assez de temps. J'ai encore tellement de choses à faire, j'ai tellement de livres que je voudrais écrire, tellement de campagnes que je voudrais faire, tellement de... Et puis ça se rétrécit, parce que quand on a 20 ans, on dit, bon, je vais vivre jusqu'à 80 ans, demain on va vivre jusqu'à 100 ans. Donc chaque jour va être multiplié par 4, par 5. Mais là, tant qu'il me reste, chaque jour n'est pas multiplié, chaque jour est divisé. Donc on passe de la multiplication à la division. C'est le pire quand on a 70 ans, enfin même 73. Le pire de la vieillesse, c'est de savoir qu'on devient une division, qu'on se rétrécit tous les jours, que le temps vous échappe, qu'on n'en est plus maître, que c'est lui qui décide. Alors bon, je vais... En même temps, vous allez très bien. Oui, je vais tenir. Non, mais je vais tenir. Mais enfin, pour raconter tout ce qu'on veut, hein, je suis passé au stade de la restriction. Allez, pour rigoler et pour terminer, si vous deviez trouver un slogan pour KTO, vous diriez quoi? KTO, c'est beau. Ça mange pas de pain. Qu'est-ce que je dirais? KTO, c'est la télévision de ceux qui pensent qu'il y a plus important que la télévision. Pas mal. Un slogan pour cette émission, VIP? C'est l'émission qui ajoute de la vie à vos années et pas des années à votre vie de téléaste. Vous avez vraiment le sens de la formule. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Jacques Séguéla? Que cette France, moi que j'ai passionnément dans le cœur, après ces moments très troublés là, que l'on va vivre, s'unissent. Mon dernier slogan pour François Mitterrand, c'était la France unie. S'unissent au-delà des religions. C'est ce que je reproche un peu aussi aux catholiques, de ne pas être assez ouverts. Je n'en parle même pas des autres religions qui sont encore plus sectaires. Et qu'on réussisse enfin à se dire que le plus important, c'est d'être dans France, de ce plus beau pays du monde, de le sauver de la débâcle dans laquelle il est. Et ça ne dépend que de nous, pas des politiques, de nous, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, peu importe celui qui sera président ou présidente, si l'on ne s'engage pas tous dans une nouvelle France, dans des réformes en profondeur et dans la volonté de se retrouver ce que l'on a été, alors nos enfants pourront à tout jamais nous reprocher de ne pas avoir fait notre métier d'homme. Et moi, je dis votez Sœur Marguerite. Je tiens juste à préciser, alors attendez, les éditions, c'est Presse de la Renaissance. J'insiste particulièrement parce qu'en plus, vous reversez vos droits d'auteur à l'école spéciale Tous les droits. Et ceux de Sœur Marguerite, au absolument. C'est la moindre des choses de ma part, mais pour elle, c'est de nouveau un acte de courage. Je vous remercie infiniment d'être venu nous parler de vous, de nous parler de Sœur Courage, Sœur Marguerite. Et puis, je vous souhaite que tout ce que vous venez de nous dire là se réalise et qu'on prenne conscience et action et acte dans ce pays qu'est la France. Merci Jacques Séguéla. À bientôt. Au revoir.